Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo de Justin Stanislas. Il y a certains qui ne l'ont pas connu. Je ne sais pas si Landry Cuyot... Si, j'ai un sentiment tout particulier pour Abbé Justin Stanislas. Uh-huh. Et lorsque je regardais le clip, la vidéo tout à l'heure, je me suis dit, les jeunes n'ont rien inventé parce que le blazer du grand frère, du père Zébré, est tout à fait dans le ton de la mode actuelle. Mais bon, on essaie de copier. Hein. Absolument. C'est la mode ancienne qui revient. Jamais rien de nouveau sous le soleil des eaux. C'est clair. Alors aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance. Permets-moi de te souhaiter une bonne fête. Merci beaucoup. On la souhaite aussi à tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire ou qui sont ailleurs. Donc un petit geste à la diaspora. Le thème retenu aujourd'hui, l'apport qualitatif du citoyen à la vie de la nation. C'est un thème très intéressant, un thème qui colle parfaitement avec l'actualité du jour. Avant d'aborder le thème, je souhaiterais savoir, vous, Landry Cuyot, votre sentiment personnel sur l'indépendance, les 54 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est une question qui n'est pas du tout aisée. On est tenté de pouvoir y répondre, soit en tant qu'homme des sciences de culture ou en tant que citoyen lambda. Mais je crois qu'il y a une phrase qui résume cela. C'est que la Côte d'Ivoire est un pays qui se construit et qui sait apprendre des événements heureux ou douloureux que ce pays connaît. Sa population, son peuple, sa nation, ces hommes et ces femmes qui y sont, ou ceux qui ont adopté ce pays, lui manifestent un amour des plus incompréhensibles pour ceux qui sont ailleurs. Quand on est en Côte d'Ivoire, il y a ce quelque chose là de mystique, quelque chose d'insoupçonnable, d'insaisissable, qui fait qu'on est foncièrement attaché à cette terre. Au point que penser ou parler de ce pays vous donne des frissons. Quand on est en Côte d'Ivoire, vous voulez parler des Ivoiriens particulièrement? Non, pas des Ivoiriens, mais tous ceux qui ont foulé la terre ivoirienne et qui ont fait ne serait-ce qu'un bref passage. Ils n'oublient pas la Côte d'Ivoire. Que ce soit des artistes musiciens, des hommes de science, des hommes de culture, tous ceux qui sont passés par la Côte d'Ivoire ont été marqués. La Côte d'Ivoire leur a apporté quelque chose de déterminant dans leur carrière. À plus forte raison, ceux qui sont même de ce pays-là. Voici ce que je peux retenir de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'en est pas de même pour les autres pays? Partout où on passe, on en garde des souvenirs. Eux-mêmes rendent témoignage de ce que la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose de particulier et qui fait que ce pays-là réunit presque toutes les nationalités. Et c'est quelque chose de particulier, vous, comment vous l'expliquez? Ce quelque chose de particulier, là, il peut s'expliquer objectivement par la qualité d'hospitalité du peuple ivoirien. Ce sourire que les personnes vous donnent là, pour l'ouverture de leurs bras et de leur cœur, vous acceptant tel que vous êtes et vous permettant de pouvoir vous épanouir. C'est rare. Il y a bien des contrées dans ce monde où il est très difficile pour vous d'y mettre les pieds et de pouvoir vous épanouir comme vous voulez. La Côte d'Ivoire, elle, a permis à des peuples venus du monde entier, lorsque ces peuples étaient dans les difficultés, d'y trouver un refuge, un abri, des frères et des sœurs. Et ceci a fait de ce pays un pays tout à fait particulier. Un pays tout à fait particulier, nous en sommes fiers, nous sommes très fiers et très heureux de vivre dans ce pays. Alors, vous avez défini à maintes reprises la citoyenneté, la notion de citoyenneté, ce que c'est qu'un citoyen, mais aujourd'hui, il y a un autre thème qui s'ajoute, la vie de la nation. C'est cela. Comment est-ce qu'on peut comprendre la vie de la nation? Alors d'abord, on appelle nation un groupe de personnes intimement liées, soit par les gènes, soit par la culture, soit par un intérêt, un enjeu, mais qui vivent ensemble sur un territoire donné. Mais au-delà du fait qu'ils vivent ensemble, qu'ils se côtoient, il y a des liens qu'ils développent. Et ces liens font qu'ils sont portés par un idéal commun, au point qu'ils font un corps social uni et cohérent. C'est ça la nation. Et ce corps social, indépendamment des individus qui le constituent, a un mode de vie, à une marche, à une démarche, à des objectifs qui se fixent et les moyens et les stratégies pour y arriver. Et tous ceux qui font partie, qui se reconnaissent ou qui se réclament faire partie de ce corps social-là, de cette nation, donc d'être solidaires des autres, doivent avoir le comportement qui correspond à l'affirmation ou à l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes par rapport à ce corps social. Et quel est ce comportement? Alors ce comportement se présente de diverses manières, puisque vous savez que les activités de l'homme se catégorisent soit en économie, soit en culture, soit en politique, soit dans l'enseignement. Partout où nous sommes, parce que nous aurons le temps de pouvoir en faire le détail, partout où nous sommes, partout où nous manifestons, où nous exprimons, où nous nous exprimons, il nous faut pouvoir être mus de l'intérêt
commun, de l'intérêt général, de l'intérêt supérieur de la nation. C'est ce qui compte. Il y a moi, mes objectifs personnels, il y a moi et ma famille, mais au-delà de moi et ma famille, il y a l'intérêt supérieur de la nation qui doit pouvoir éclairer notre chemin. Alors, qui donc doit, sinon quel est ce citoyen qui doit participer à la vie de la nation? Très bonne question. Vous définissez le citoyen ou la citoyenneté comme étant la qualité qu'a une personne de se sentir appartenir à un corps social. Et cela ne se limite pas qu'à celui qui a la nationalité. Ça, c'est important. C'est pas que je ne suis pas de ce pays, j'ai une autre nationalité, que je ne me sens pas participer ou le besoin de participer à la vie de la nation. Il s'agit des nationaux et des non-nationaux. Toute personne vivant en Côte d'Ivoire et qui se sont attachés à ce pays et qui reconnaît que ce pays... D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Et qui reconnaît que ce pays lui permet de vivre, lui permet de travailler, lui permet d'exister, de s'épanouir, doit en retour apporter à ce pays... Et si ces conditions ne sont pas réunies? Si ces conditions ne sont pas réunies, vous pouvez donc... Je veux pas être méchant, mais si vous ne vous sentez pas à l'aise quelque part, la démarche est simple, c'est de pouvoir partir. Mais si les gens sont là, c'est parce que malgré tout, ils y trouvent leur compte. Et si vous n'avez pas d'autre choix que de partir? Il y a toujours un choix, Caroline. Il y a toujours. C'est hypocrite de dire je n'ai pas le choix. On a toujours un choix. Et si vous êtes de ce pays, si vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire et que les mêmes conditions ne sont toujours pas réunies, qu'est-ce que vous faites? Il y a bien dans des familles des conflits, des difficultés à un certain moment donné où le père peut régner son fils, la mère peut régner sa fille. Cependant, la réalité est que le sang vous tient. Et parce que le sang vous tient, vous ne pouvez pas, malgré vos affirmations, vos déclarations, vous séparer. Il y a quelque chose là de si profond qui nous donne l'espoir de réconcilier les différents membres de cette famille-là. C'est quelque chose d'aussi profond, ce lien de sang. Mais cette dimension spirituelle, morale et intellectuelle fait qu'on a l'espérance qu'on pourra se réconcilier. Donc du coup, il serait faux de dire qu'on ne se sent pas du tout concerné par ce qui se passe dans cette famille, malgré le degré de nos rancunes, malgré la profondeur de nos rancœurs, il y a toujours ce lien qui est présent. Et parce que ce lien est présent, nous pouvons affirmer aujourd'hui que tous les Ivoiriens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, quel que soit ce qu'ils ont vécu au cours de ces 54 premières années, doivent savoir que nous avons encore 1 million d'années de bonheur à venir, à vivre, si pour autant nous nous engageons dans une marche commune vers le progrès et le développement par le moyen de la réconciliation. Alors, je pense qu'il serait important qu'on puisse aussi faire l'état des lieux. Ah oui. Oui, l'état des lieux de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que quand je vous ai posé la question par rapport à votre regard sur les 54 ans d'indépendance, vous nous avez sorti des thèmes tels que mystiques et mystérieux, quelque chose de particulier qu'avait la Côte d'Ivoire. Mais au-delà au-delà de ce quelque chose de particulier, je veux dire, quel est le regard aujourd'hui qu'on peut jeter sur ce pays? Alors, si on vous demandait de faire le constat, c'est vrai que c'est un exercice difficile, mais pas impossible. Ah oui, voici le constat que nous pouvons faire. Et je l'ai fait il y a quelques heures, d'ailleurs, avec certains amis, lorsque nous étions en train d'échanger sur l'avenir, le passé, le présent de la Côte d'Ivoire. Nous disons ceci, le lion, en tant que lion, doit s'inquiéter particulièrement de ce que pense ou de l'opinion du mouton. Cela signifie... Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Tout lion qu'il soit, doit s'inquiéter, et ce particulièrement de l'opinion du mouton. C'est-à-dire? Ça veut dire ceci. Vous avez une position élevée qui vous donne des privilèges. Vous avez la force. Cependant, il ne faut pas mépriser ou ignorer les besoins manifestés par le plus petit que soit. L'histoire politique de la Côte d'Ivoire a bien montré que chaque fois que des gouvernants ne s'intéressaient pas suffisamment aux besoins de la population, donc des plus petits, ceci était surpris par la réaction, et très souvent violente, ce qui a amené des changements de régime avec violence. Le conseil que nous pouvons donner, nous disons qu'il est bon pour l'homme sage, de ce que lorsqu'il occupe une position par rapport à ce qui a été vécu entre-temps, de pouvoir avoir de l'égard, de pouvoir se renseigner, s'informer, s'instruire de ce que le petit peuple aimerait obtenir et qui suffit à son bonheur, afin qu'il ne se sente pas marginalisé, mis à l'écart, écrasé. Lorsque vous lui donnez ce dont il a besoin, cela suffit pour vous
pour conserver votre position et vos privilèges. Parce que les gens n'ont pas besoin de l'extraordinaire pour connaître le bonheur. Ils ont tout simplement besoin qu'on s'intéresse à eux, qu'on leur accorde un peu de dignité, qu'on leur accorde un peu de gentillesse, qu'on leur accorde ce dont ils ont besoin pour se sentir être des personnes humaines, des citoyens participant à la vie de la nation. Donc il y a une responsabilité du politique, puisqu'on est dans un État. Je réitère ma question. Oui. L'état des lieux de la Côte d'Ivoire, l'état des lieux actuel de la Côte d'Ivoire. L'état des lieux actuel de la Côte d'Ivoire est d'abord politique, Caroline. D'abord ça. Voilà. Et par la suite, vous vous rendrez compte que l'attitude des gouvernants vis-à-vis des... Mais quand vous nous donnez, par exemple, ce proverbe-là du lion et du mouton, est-ce que vous êtes en train de dire que ce n'est pas respecté, que le plus grand ne pense pas au plus petit? Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Caroline, nous avons tous vécu des événements où des personnes ont dit, parce que nous avons été sentis frustrés ou avons été frustrés, parce qu'on n'a pas tenu en compte de nos considérations, de nos besoins, nous nous levons pour le faire savoir avec les moyens dont nous disposons. Vrai ou faux? Parce qu'à un certain moment, on a tenu certaines personnes se sont senties comme étant le petit mouton. Et en négligeant ce petit mouton s'est donné les moyens de devenir un lion par la suite. Or, personne n'a intérêt à ce que ça puisse perdurer. C'est pourquoi est-ce que nous disons que pour nous qui sommes là actuellement, il est important que nous ayons une démarche contraire. À ce moment, si on arrive à mettre en place une politique où l'apport ou bien la considération que les gouvernants ont pour les gouverner se met dans un certain équilibre mental et intellectuel, voire même moral, il est sûr que la Côte d'Ivoire va connaître la stabilité et la paix dont elle a tant besoin pour le progrès de son économie et de toute activité qu'elle pourrait développer. Tout est d'abord là. On veut nous garantir la paix et la stabilité, c'est bien, mais vous savez, les conflits viennent des sentiments que nous développons les uns les autres ou de l'impression que j'ai que l'autre a, de la considération qu'il a pour moi. Lorsque les choses sont bien planifiées, lorsque on se sait se considérer l'un et l'autre, il n'y a pas lieu d'avoir des conflits. Et lorsqu'il survient quelques litiges, on a les moyens de les régler pacifiquement. Voici ce que nous disons. On veut le progrès économique. C'est une bonne chose, c'est tout à fait légitime. Mais l'argent n'aime pas le bruit, vous savez, Caroline. Donc, pour que l'argent puisse venir et fructifier, il faut que nous puissions sur le long terme avoir une paix durable. Tout le monde sait que c'est l'enjeu majeur de notre pays à 54 ans d'indépendance. Donc, si je veux résumer vos propos, nous avons donc à travailler pour construire ce pays. C'est cela. C'est cela. Il nous faut donc travailler sur nous-mêmes. Travailler ensemble. Travailler ensemble, mais dans une vérité. Dans la vérité que j'ai de l'un et de l'autre, c'est important. Dans l'union, quand on parle d'union et de discipline, le travail n'est que la conséquence d'une union vraie, franche, entre les Ivoiriens, d'une discipline dans le respect des règles de droit que nous donnons nous-mêmes, afin de pouvoir travailler et obtenir les fruits ou bénéficier des fruits de notre travail. Alors, si le citoyen lambda, vous avez dit tout à l'heure qu'il serait donc intéressant que tout le monde puisse participer. Oui. Qu'on ait la nationalité ou non, pourvu qu'on vive sur ce territoire. Et même quand on a la nationalité, qu'on est ailleurs, il est important aussi de pouvoir participer à la vie de la nation. Et le citoyen ou l'individu qui décide de ne pas participer à la vie de la cité, je veux dire, c'est son droit. Ah oui, c'est son droit, mais c'est un... Vous savez, les écritures bibliques, les chrétiens disent tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est votre droit de vous abstenir de faire. Mais est-ce que c'est utile pour autant? Déjà, vous vous marginalisez. C'est la première des choses. Après, il ne faut pas s'étonner que les gens n'aient pas besoin de vous, parce que vous avez pris vous-même des distances. Vous comprenez? Or, la qualité que nous avons en tant que citoyens nécessite d'être actif et utile. On ne peut qu'être utile que lorsqu'on est actif. Mais vous êtes dans votre coin, vous croisez les bras, vous attendez que l'autre fasse la première erreur pour lui dire « Voici, tu as commis l'erreur ». Ce n'est pas très intéressant, vous comprenez. Il est important que chacun, à son niveau, contribue. Par exemple, la diaspora... Et celui qui n'a pas les moyens de le faire, qui est par exemple handicapé, qui n'est pas actif... Caroline, la contribution des uns et des autres qui est demandée est une contribution qui est soit morale, intellectuelle, matérielle. Il y a tous les moyens d'agir. Lorsque vous éduquez votre enfant et que vous l'éduquez à aimer son prochain, le voisin, à le respecter, vous n'apportez pas des milliards à la Côte d'Ivoire, vous comprenez? Vous n'allez pas construire une route. Cependant, vous construisez un citoyen qui saura utiliser les milliards lorsque ces milliards seront mis à sa disposition. C'est de cela que nous parlons. Il ne s'agit pas d'apporter la grosse pierre à l'édifice, la toute petite pierre à l'édifice.
ce dont je dispose, quel que soit le lieu où je suis, quelles que soient les responsabilités qui me sont données, il faudrait que je le fasse bien et très bien, pour autant que j'ai les moyens de le faire. On ne demande pas l'extraordinaire aux uns aux autres. Mais lorsque, par exemple, prenons le code sur la conduite, le transport en Côte d'Ivoire, vous avez des personnes qui roulent à tombeau ouvert ou qui roulent dans le mépris des règles. Mais vous êtes sujet, vous êtes une personne qui peut à tout moment causer un accident et priver une famille d'un père ou d'une mère. Alors que vous avez la possibilité de respecter les règles du code de la route et de pouvoir permettre de sauver des vies. On ne conduit pas une voiture pour tuer les gens. Ah, c'est vrai qu'ils baignent dans une indiscipline sans pareil, mais cette indiscipline, ils vont la justifier. Mais cette indiscipline, ils vous diront, j'ai une famille à nourrir, mais attention, ceux qui sont dans le véhicule ont aussi une famille à nourrir. Eux aussi sont des responsables de famille. Ceux qui traversent la route, les usagers de la route, là, les piétons, ont aussi des familles. Si vous conduisez de la sorte en pensant exclusivement à vos seuls intérêts, c'est sûr que vous risquez de détruire d'autres intérêts et mettre à mal l'ordre et la paix sociale. Donc vous vous rendez compte que nous soyons transporteurs, que nous soyons agriculteurs, que nous soyons étudiants, que nous soyons gouvernants, décideurs ou gouvernés, nous avons tous un rôle à jouer. Ce rôle à jouer, nous devons le faire dans l'intérêt supérieur de la nation. Ce n'est pas beaucoup de choses qu'on demande aux uns aux autres. Nous demandons simplement de vivre et d'agir de manière civilisée. Oui, tout. On veut tous agir, on veut tous participer donc à la vie de la nation, mais comment faire pour être efficace, pour que cet apport soit qualitatif et efficace? L'apport qualitatif est simple. On vous demande de prendre le billet de 1000 francs et de le remettre à M. Kwame. Prenez le billet de 1000 francs, rendez cela à M. Kwame. Il ne faut pas le diviser en deux. Si vous faites une opération de division ou de soustraction, ce n'est plus 1000 francs qui est entre les mains de M. Kwame. Oh, M. Kwame aura besoin de ces 1000 francs pour accomplir quelque chose qui sauvera peut-être 5 vies. Mais parce que vous avez fait la division par 2, par 3, souvent même par 10, M. Kwame n'a que 100 francs. Il ne sauvera qu'une seule personne, alors qu'il y a 10 personnes à sauver. Comprenez-vous que l'apport qualitatif, c'est de faire simplement ce qu'on vous demande de faire, parce qu'en retour, il y a des vies qui en dépendent. Chaque acte que nous posons, Caroline, a pour conséquence de sauver ou de tuer des vies. C'est cela. Même les actes les plus anodins. Je décide, par exemple, d'accélérer, de rouler à 80 km/h ou à 100 km/h, alors que la limite de la vitesse est à 60. Donc, je vais à plus 40. En roulant à plus 40, vous risquez de tuer quelqu'un d'autre. Mais quand vous tuez quelqu'un d'autre, par exemple le père de famille, il a 10 enfants à la maison. 10 enfants qui n'iront plus à l'école, lesquels certains vont sombrer dans la délinquance, devenir ce qu'on appelle les microbes, lesquels vont partir agresser d'autres pères de famille. Donc on va faire des orphelins et des délinquants parce que vous avez décidé d'être un peu trop pressé, vous avez un rendez-vous et que ce rendez-vous nécessitait que vous soyez plus qu'à l'heure. Par conséquent, vous avez mis le pied sur le champignon, vous avez accéléré et vous avez causé par effet de boule de neige une succession de calamités sociales qui peut se terminer par une rébellion ou par une guerre. Mais en réalité, c'est vous. On va prendre l'exemple de 3 corporations différentes. Oui. La médecine, oui. L'enseignement, oui. Et quoi d'autre? La médecine, l'enseignement, le journalisme et les politiques. Donc, essayez de nous dire ce que chacun doit faire à son niveau pour un apport de qualité. Au niveau même de la santé en Côte d'Ivoire, nous avons traversé une année tumultueuse. Et nous n'avons pas encore enfoncé le couteau dans la plaie. Cependant, c'est un corps de métier très important parce que la médecine a pour mission première de sauver des vies ou de les préserver. Si vous avez quelqu'un qui est formé en tant que cadre de médecine ou technicien, médecin ou infirmier, il a en charge la responsabilité des personnes qui lui sont confiées en tant que patient. Il fait le serment d'Hippocrate, lequel serment lui-même participe de l'éthique médicale, le respect de la vie humaine. C'est ça qui importe. Mais si vous avez quelqu'un qui vous considère comme étant de la viande, c'est-à-dire votre humanité n'est pas perçue par celui-ci, trop habitué à voir des morts, trop habitué à voir des personnes déchiquetées, blessées, il a perdu la perception de l'humanité en vous. Du coup, que vous mourrez ou pas, ce n'est pas un problème. Finalement, on a l'impression qu'ils sont insensibles. Il devient insensible. J'ai été témoin de ça. Tous. Ils ne sont pas tous, mais moi j'ai été témoin. Je me rappelle encore ma mère que je suis sur le lit de l'hôpital alors qu'il y a à 5 mètres d'elle, il y a quelqu'un qui agonise et le médecin qui dit « Oh, laissez-lui là, bon, dans quelques minutes, il va mourir. » C'est pas croyable. Or, le serment d'Hippocrate et l'éthique médicale suggère ou inspire le médecin à lui apporter même la dernière assistance, quand même on sait que cela ne peut pas lui apporter la vie. Il faut l'accompagner dans la dignité. Mais
Vous vous rendez compte que ce médecin qui n'a pas ce réflexe-là, qui n'a pas cette démarche, est plus dangereux qu'un geôlier. Vous comprenez? Parce que vous ne représentez rien pour lui, que du matériel sur lequel il travaille afin de gagner de l'argent. Et pourtant, nous sommes des êtres humains. Le citoyen qui est médecin devra comprendre qu'il a en face de lui ses concitoyens, lesquels sont tout aussi utiles que lui, même si c'est une manœuvre, et lui apporter le secours nécessaire. Même si quand on sait que la mort est certaine pour lui, accompagnons-le dignement, afin qu'il sache qu'il a compté lui aussi en tant que personne humaine. C'est très important. Je suis un enseignant, j'ai en charge l'instruction des enfants des autres, l'instruction des futurs cadres. C'est clair. C'est une énorme responsabilité. C'est vrai qu'on nous dira que comparativement parlant, la rémunération ne vaut pas. Cependant, c'est ce qu'on peut faire pour le moment. Et c'est vous, volontairement, qui avez accepté de devenir instituteur ou professeur ou enseignant. Mais alors, Caroline, de grâce, lorsqu'il s'agit de pouvoir donner des cours, il s'agit de les enseigner, rendez-vous compte que si vous avez en face de vous des personnes qui viennent apprendre, c'est parce qu'elles ne savent pas comme vous qu'elles sont là. Ça ne sert à rien de les insulter, les traiter d'idiots, d'imbéciles, parce que c'est le cas. Les maltraiter, c'est la maltraitance psychologique. On veut convaincre l'enfant qu'il est idiot, il est incapable d'apprendre. Il ne faut pas t'étonner que l'enfant il y a quand même des enfants qui poussent à bout. Hein. Non. Ce sont aussi ce qu'on appelle les aléas, les risques du métier. Vous comprenez? On ne peut pas réussir à 100% à faire passer le message à tous les enfants qui sont dans la salle de classe. Vous comprenez? Le niveau, le degré d'intelligence, la capacité à retenir aujourd'hui, demain, c'est pas pareil. Il y a des professeurs qui m'ont dit que je ne réussirais pas. Ils étaient convaincus, ils ont parié que QO ne serait rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre les mathématiques et la physique. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, je suis capable de développer les théorèmes de Pythagore quelques années après. Et il est devenu quelqu'un. Donc, si QO n'était pas fort mentalement, c'est sûr qu'il aurait abandonné parce que quelqu'un qui est son maître, donc son Dieu, quelque part, lui a dit que c'était fini pour lui. Donc, l'enseignant doit avoir une démarche pédagogique et psychologique pour accompagner l'étudiant ou l'élève à réussir ou à se donner les moyens de réussir. Pour le plan politique, la politique est appréhendée comme le niveau le plus élevé en termes de gestion des autres. La responsabilité est encore plus grande. Et c'est sur ça qu'on va terminer. Oui, elle est encore plus grande. Et je reviens pour dire, le lion doit s'inquiéter et s'intéresser de l'opinion du mouton. Vous êtes à cette position-là parce que les peuples ont voulu que vous soyez là. En retour, accordez-leur la considération, le respect et la dignité dont ils ont besoin. Intéressez-vous réellement à eux. La politique, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un métier, c'est une expérience humaine qui permet de participer au rayonnement de l'humanité. Si vous êtes un bon homme politique, donc un bon homme d'État, à ce moment, vous accorderez à ceux qui sont sous votre responsabilité ce dont ils ont besoin afin de pouvoir prospérer, apprendre et être le meilleur citoyen pour vous accompagner dans votre projet de développement, de progrès et d'épanouissement national. Merci beaucoup, Monsieur Landry Cuyot, pour cet éclairage. En tout cas, on a pris un énorme plaisir à vous écouter. Alors, je rappelle que vous êtes conférencier et consultant juridique. Avec vous, on parlait donc de l'apport qualitatif du citoyen à la vie de la nation. Votre numéro de téléphone? Donc, nous sommes au 09 76 93 73. Merci encore une fois d'être venu. Cassie Perpétue, vous avez connu? Absolument. D'accord, cadeau pour vous alors.